Daniel Riolo est là, bien sûr. Daniel, bonsoir. Bonsoir les amis. Daniel, toujours très applaudi à Marseille, depuis le début de l'histoire de l'After. Pardon ? J'ai dit toujours très applaudi à Marseille depuis le Normal. début de... Pourquoi je le saurais pas ? Je sais pas. Thibaut Leplat est là, salut Thibaut. Camarades, bonsoir. Florent Germain également est là, bien sûr, correspondant d'RMC Sport à Marseille. Salut à tous. Qui suit l'OM Salut, toute l'année, dans les tribunes, Depuis à la 15 ans. commanderie, partout. Une quinzaine d'années. Cet homme-là. La a vie changé, sur Daniel hein. a évolué. Ah oui ? Ouais, non, il y a 10 ans, tu vois, on m'interpellait dans la rue, on disait c'est qui celui-là, Daniel, Je le etc. connais pas. Et, non, et maintenant, c'est dur de trouver quelqu'un qui n'aime pas Daniel à Marseille. Ouais, ouais. Je pense qu'il y Tu a vois. plus de monde qui aime Daniel à Marseille Ouais, qu'à Paris. qu'à Paris, ouais. Je pense. Tu mériterais presque En fait, d'aimer c'est l'OM, Daniel. fluctuant, tu sais, c'est si En tu ce moment, il critiques t'aime, en ou ce pas, voilà. En ce moment, il dit que du bien de l'OM. Donc, Bah oui, mais en même temps, moi je dis toujours la vérité. Donc. Alors, l'événement ce soir dans l'After, c'est la présence parmi nous de Mehdi Benatia qui est là. Bonsoir. Bonsoir Mehdi. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Conseiller sportif, bientôt directeur sportif. Je crois que c'est pas encore officiel. Ouais, Une On le signe quand ce contrat ? On commence fort là. non, c'est pour bientôt, C'est ton souhait, tu as envie. Oui, j'ai envie de continuer à aider ce club, peu importe le contrat, peu importe la fonction. Tant que je peux aider, j'aiderai le club. On va parler évidemment de cette première moitié de saison. On va faire un petit bilan. On va parler de la suite, des ambitions, de la stratégie pour l'OM dans les mois qui viennent. Et puis, sachez qu'après 22h, on aura pas mal d'invités pour se plonger cette fois dans les tribunes du Vélodrome avec les supporters et poser toutes les questions qu'on se pose. Nous, parfois, depuis Paris, est-ce qu'ils sont tous toujours aussi fada, par exemple ? Est-ce que Paris est toujours l'adversaire numéro 1 aujourd'hui ? Est-ce que Lyon, par exemple, prend la place ? Et quels sont les rapports avec la Ligue, les rapports avec le club ? Bref, tout ça, ce sera après 22h tout à l'heure. Mais pour l'instant, l'actu, les gars, allons-y tout de suite. Mehdi, quel bilan peut-on faire de cette première moitié de saison de l'OM ? A priori positif. Deuxième du championnat. 2 points par match. 2 points par match. Oui, sur le plan comptable, bien sûr que on est très satisfait. On a beaucoup changé à l'intersaison. On l'a dit, on l'a répété. J'étais venu, j'avais répondu favorablement à une de vos interviews. Je crois que c'était chez Jérôme. C'est Jean Bretagne. Ouais. Exactement. Et c'était un peu plus compliqué. C'était après la défaite d'Auxerre. Et malheureusement, à ce moment-là, on semblait que c'était un petit peu déjà la fin du projet. Sauf que, comme je dis toujours, il faut essayer d'être un peu plus mesuré, aussi bien quand ça ne va pas que comme en ce moment, quand on arrive à enchaîner les résultats. On est parti avec beaucoup de changements, avec un nouvel entraîneur, avec un projet de 3 à 5 ans qui a été mis en place par l'actionnaire et le président. Donc on sait qu'on a beaucoup investi au mois de juillet, avec l'envie vraiment de tout recommencer, de tout changer. C'est vrai que moi j'ai eu 6 premiers mois, on va dire, à l'Olympique de Marseille, donc la saison dernière, de décembre à juin, où sur le plan personnel, je pense que ça a été très difficile. J'ai beaucoup souffert, mais je pense comme tous les supporters et tous les amoureux du club. Donc on se devait de beaucoup changer. Il fallait prendre ce risque-là, on l'a fait. Et aujourd'hui, même si tout n'est pas parfait, tu es deuxième de Ligue 1, tu as un super entraîneur. Moi, je prends du plaisir, ne serait-ce que avoir cette équipe jouer déjà. Ça fait un long moment qu'à l'entraînement, c'est vraiment intéressant ce que les garçons sont capables de mettre en place. On a eu un peu plus de mal à le voir aussi avec un peu plus de continuité, on va dire, le week-end. Mais quand tu vois la dernière série qu'on a fait, le caractère qui se met en place dans cette équipe, quand tu vois un petit peu la communion qu'il y a aujourd'hui avec le stade, avec les supporters, on voit que les gens, je pense, croient au projet et se retrouvent un petit peu à travers cette équipe. Et pour moi, c'est déjà la plus grande victoire. Mais dis, pourquoi après le match contre Auxerre, ça a tangué à ce point avec les propos forts de De Zerbi? Alors je sais que c'est quelqu'un qui est très passionné. Comment ça s'est passé au sein de ce qu'on peut appeler aujourd'hui le comité de direction raccourci entre Pablo Longoria, toi, Fabrizio Ravanelli et donc le coach? Il y a quoi ? Il y a eu une réunion, on s'est dit il faut qu'on retombe un petit peu, il y a beaucoup trop d'effusions, on est en train déjà de partir dans tous les sens. C'est quand même assez étonnant qu'après ce match-là, à ce point, on ait senti une pression aussi forte et une panique quasi. Et je crois même qu'il y a eu un coup de fil la nuit même, que la connexion de Zerbi-Benatia, elle a fonctionné toute la nuit après Auxerre. RMC, vous êtes toujours bien informé, vous. Non, alors, Daniel, tu sais, Roberto, c'est quelqu'un qui met beaucoup de passion dans ce qu'il fait. Je pense que ça, vous l'avez compris, vous l'avez un petit peu cerné.
C'est quelqu'un qui a un fort caractère. Et moi, je sais, quand j'ai pris mon téléphone la première fois pour lui parler du projet olympique de Marseille, je sais très bien ce que ça représente pour lui de réussir ici. Il a réussi en Angleterre, il a réussi en Italie. Il a laissé, je pense, une très belle cote partout où il est passé. Il a laissé toujours un très bon souvenir. Mais je sais que ce projet, pour lui, il est particulier, il est spécial. Et je sais combien il a envie de réussir. Quand il a fait ses déclarations, on était encore dans les 3 premiers. Tu as l'impression que, entre guillemets, sur le plan comptable, tu te dis que tout va bien. Mais effectivement, ce genre d'entraîneur, c'est pas les points qu'il regarde, c'est pas les résultats. Moi, je l'ai connu un petit peu avec Pep au Bayern de Munich. Il regarde la manière, il regarde le jeu. Et comme il me dit, Mehdi, si je dois être amené à passer mes journées au bureau, comme il fait de 8h jusqu'à 20h, à regarder encore les matchs, à regarder les replays, à regarder ce que je peux améliorer pour la séance du lendemain, et mon équipe, elle joue pas comme moi je le souhaite, c'est que je suis pas l'homme de la situation. Mais il l'a dit à la fin du match, c'est vrai, il l'a dit aux joueurs, il l'a dit à moi, et au président et à moi-même. Mais franchement, quand tu connais moi par exemple, quand il m'a dit ça, je ne peux pas te dire que je m'en foutais, mais ça m'a rien fait, parce que je le connais. Je le connais, c'est comme quand il a eu deux, trois relations un petit peu plus compliquées avec des joueurs, où le message avait un petit peu de mal à passer. Mais le lendemain, tu vois, il les prend, il les embrasse, il est comme ça. C'est quelqu'un qui est prêt à mourir pour son équipe. Mais qui est la personne calme dans le trio? C'est toi? Moi, je suis calme, je suis très calme. Pablo, il est calme aussi. Pablo, des fois, enfin, en tout cas, de ce Pas qu'on pendant le les voit matchs. en tribune, Pendant les matchs, il est un peu tendu quand même. Ça va devenir Fabrizio Ravanelli, peut-être, le plus calme du... Fabri, il est calme. Fabri, c'est quelqu'un... Non, mais le coach, c'est pas qu'il est pas calme. Le coach, c'est quelqu'un qui met beaucoup de passion. Et comme il me dit, je perds contre Auxerre, mais mon équipe, elle m'a donné du plaisir. Les supporters sont contents parce qu'on a joué au football. Et t'as pas eu la réussite. Il m'a dit, j'accepte. Mais pas là. Mais entre Paris Saint-Germain, entre Angers, il y a eu en fait, c'était pas que Auxerre, il y a eu une accumulation de mauvais résultats. Il fallait un déclic alors? Parce que finalement, c'est après ce match et après ce moment un peu compliqué, derrière, on a eu le sentiment que... Derrière tu fais un bon résultat à Lens, comme souvent, j'ai envie de dire, depuis le début de saison en déplacement. Ouais. Et derrière, il y a ce fameux opération commando qu'on a mis en place et qui, pour moi, a été très bénéfique. Ça a été bien sûr. Ça a été très important. Moi, j'ai vu la réaction des joueurs. Tu vois, les mecs réveillent à 5h du matin, mais je ne vais pas te dire avec la banane. Sur le moment, voilà, tout le monde était 5h du matin pour faire quoi? On s'est retrouvés entre nous. On avait besoin de... Tu peux te retrouver à 8h ou 9h aussi. Ouais, mais c'était bien de marquer le coup. D'ailleurs, ils l'ont refait là, ces derniers jours. Ils ont voulu être encore ensemble. Et en fait, ce groupe-là, il y a une chose qu'on a oubliée, c'est que ce groupe-là, il s'est créé donc sur le tard. On a eu beaucoup de changements. Je l'ai dit, il y a eu des très arrivées, des départs. Si tu regardes aujourd'hui les clubs qui ont changé comme nous, tu as Brighton, tu as la Juventus de Turin, tu as la AS Roma. C'est que des équipes qui sont en difficulté. Et pourtant, ils ont dépensé peut-être plus que nous encore. Mais il y a eu changement d'entraîneur, 13 ou 14, 15 joueurs parfois qui ont... Et donc, c'est difficile. Nous, on a eu la chance d'avoir des résultats rapidement. La chance, je ne crois pas à la chance, mais je veux dire, on a eu en tout cas des résultats rapides. Mais on n'avait pas la manière, on n'avait pas Pour moi, le match contre la deuxième mi-temps que tu fais contre Reims, tu fais une première mi-temps magnifique, tu dois gagner 3-0, tu manques de réussite, tu fais match nul. Bon, ça arrive. Dans un projet que tu mets en place, mais ça arrive. Il fallait chercher à expliquer pourquoi, puisque tu fais référence à ce match-là, pourquoi ce début de deuxième mi-temps, l'OM disparaît et Reims, qui est quand même pas la plus grosse équipe de Ligue 1, au Vélodrome, on a l'impression qu'elle marchait sur l'OM pendant 20-25 minutes. Ouais, mais je pense que tout simplement, Reims, qui est une belle équipe, qui a des atouts aussi, ils ont dû sûrement recadrer 2-3 choses à la mi-temps, ils ont attaqué fort, et nous, comme tout groupe qui vient de se construire, à une occasion, 2 occasions un peu créées, tu commences un peu à trembler au Vélodrome, il y en a pour qui c'était aussi le premier match, et tu te retrouves en difficulté. Mais ça, c'est des choses qui peuvent arriver dans un projet. Ce qui ne peut pas arriver, c'est le match du Paris Saint-Germain. Ce qui ne peut pas arriver, c'est le non-match contre Angers, parce qu'on a fait un non-match. Le PSG, c'est le gros point noir de ces 4 mois de compète là? Non, Angers. Parce qu'on a senti une sorte de soumission en fait de l'OM, c'était terrible. Non, en fait, contre Paris, pourquoi on a souffert? On avait travaillé énormément la semaine. Le coach avait demandé des choses qui étaient très claires. J'ai eu la chance cette semaine-là, en plus, d'assister à toutes les réunions, tous les entraînements, comme d'habitude. Mais là, j'étais vraiment présent dans les réunions, etc. Il avait demandé quelque chose de totalement différent. Et c'est comme si, en fait, tu demandes quelque chose à tes joueurs et quand on arrive le week-end, ils font quelque chose qui est totalement différent. Tu regardes l'adversaire, tu subis.
On n'a pas mis Il leur avait demandé d'aller presser, il y avait un presser haut. pressing qui était haut, il y avait de l'agressivité, on avait demandé certaines choses qui n'ont pas été respectées. Donc en fait, le coach ne s'est pas retrouvé 3-4 fois à domicile. Il me dit, Mehdi, pour moi, réussir au Vélodrome, c'est trop important. Ils sont bloqués, les gars, au Vélodrome. Non. Marseille est la meilleure équipe à l'extérieur des 5 grands championnats. Moi, je Et pense elle est que 13e du championnat, je crois que j'ai vu simplement 2 victoires à domicile. ça a été un quand peu la grosse interrogation du début de saison. La vérité, depuis, je pense que sur le match de Monaco et sur le match de Lille aussi, qui était pour moi un super match. Alors après, bien sûr, tu prends qu'un point, mais sur un match comme ça, je pense que même les supporters et les gens peuvent être que ravis. C'était un très bon match de football. Donc ça, c'est pas des résultats qui me dérangent. Franchement, sur ce genre de match, avec l'adversité en face, etc., c'est normal. Mais je pense que Auxerre, Paris Saint-Germain, c'est des choses que tu peux pas faire une prestation comme ça. Mais est-ce qu'au final, Mehdi, le PSG, parce que finalement, derrière l'OM, Lyon est passé par là, Monaco aussi, et à chaque fois, on a eu la même réflexion. Monaco, c'était hier soir, on s'attendait à mieux. Lyon, ils étaient dans une super dynamique, ils ont eu des bonnes séquences. Est-ce que, je comprends qu'on ne veuille pas se soumettre au PSG, c'est tout à fait normal, mais est-ce que la marche, finalement, elle est quand même pas encore un petit peu trop importante, quoi, entre le reste et eux? On oublie encore parfois qu'ils ont 2 fois plus de moyens que tout le monde, que c'est une équipe qui est leader du championnat depuis quasiment 12 ans maintenant, et que tout ça, c'est dur à combler, quoi. Non, tout ça, c'est dur à combler, c'est évident. Ça me rappelle un petit peu la domination de la Juventus, par exemple, en Italie, pendant plus de 10 ans, où ils changeaient à chaque fois 3-4 joueurs, mais ils marchaient un petit peu sur la Serie A. Moi, aujourd'hui, honnêtement, Daniel, je n'ai pas trop envie de me comparer avec le Paris Saint-Germain. Ce que j'ai envie de regarder, c'est ce que j'ai dit, c'est qu'on est au départ d'un projet de 3 ans et on a envie de progresser, on a envie d'avancer. Le truc, c'est de se dire où on sera à la fin de l'année déjà. Est-ce qu'on est capable de répéter les 6 mois qu'on a fait? Déjà ça, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que tout est parfait. C'est vrai, tu regardes le classement, il te reste Le Havre à jouer. Si tu es capable Le Havre et Rennes, pardon, si tu gagnes ces 2 matchs-là, tu dis putain, j'aurais clôturé la phase aller avec un nombre de points qui sera plus que satisfaisant. Mais la vérité, c'est que tout reste à jouer encore. On n'est qu'au départ. Donc j'ai pas envie de m'enflammer, comme j'avais pas envie de me mettre la corde au cou après Auxerre. Mais aujourd'hui, c'est vrai que si tu regardes Paris, même si c'est pas le Paris dominant qu'on a connu, peut-être que quand ils sont à 70%, aujourd'hui, c'est suffisant pour cette Ligue 1. Tu parlais, Mehdi, des échanges avec Roberto De Zerbi. A priori, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a une énorme confiance entre vous deux, une très forte relation. Est-ce que cette connexion, elle est aussi énormément football? Est-ce qu'il peut s'inspirer éventuellement de ce que tu lui souffles à l'oreille? Est-ce que le passage à un milieu à 3 aussi, c'est une discussion entre vous? Parce que voilà, il y a tellement de confiance qu'on a l'impression que lui serait à la recherche parfois d'un avis extérieur qui soit tactique ou autre. Crois-moi, Flo, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'entraîneurs, que ce soit Allegri, Rudi Garcia, Pep Guardiola, j'en ai eu beaucoup. De Zerbi, l'autre jour, on m'a demandé c'était quel joueur dont j'étais le plus fier, on va dire, d'avoir réussi à ramener à l'OM. Et j'ai dit, la vérité, c'est que pour moi, le plus gros coup, c'était le coach. Parce qu'aujourd'hui, quand tu ramènes un mec comme Roberto en Ligue 1, déjà... Quel bon manager! Non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Quand moi, je suivais ces matchs en Première Ligue, et il y a eu des très bons joueurs qui ont signé, j'ai reçu beaucoup de messages de félicitations, mais quand le coach est arrivé, j'ai 3-4 demandes chaque semaine pour venir voir les entraînements. Mais comment tu as réussi à le convaincre? Qu'est-ce qu'on lui dit à un De Zerbi pour venir en Ligue 1? Parce que c'est la Ligue 1, quoi. Je pense qu'au-delà de la Ligue 1, c'était Marseille déjà, donc ça a beaucoup joué. Je savais déjà qu'il avait été approché à l'époque et qu'il avait refusé pour d'autres raisons, qu'il le regarde. Moi, je le connaissais déjà personnellement, donc dans d'autres fonctions, j'avais eu affaire à lui, donc on avait déjà parlé un petit peu, on se connaissait bien, on se faisait confiance et on s'appréciait, donc ça a été une discussion qui s'est faite. Je me souviens, j'étais à Dubaï et je lui ai dit, voilà coach, j'ai envie de te parler de mon projet, mais j'ai pas envie de le faire au téléphone. Il devait être 16-17 heures, je crois, à Dubaï. Je lui ai dit, écoute, je sais que j'ai un vol ce soir à 23h30 pour Milan, de Dubaï. Si tu veux, demain matin, on prend le petit déjeuner ensemble. Et comme ça, je peux t'expliquer. Ça fait homme d'affaires, ça. Non, mais dire le soir, je prends l'avion, super long, on se retrouve le lendemain au petit-déj. Je pense qu'un coach comme Daniel, un coach comme De Zerbi, je savais qu'il y avait United. Je peux pas rivaliser avec United, ni financièrement, ni tout de suite en termes de championnat, Première Ligue, etc. Et je savais aussi qu'il a un petit peu, on va dire, pourquoi il n'avait pas donné son accord à United. C'était un petit peu sur l'approche. Comme j'ai dit, Roberto, pour venir chez nous, il a fait des sacrifices. Ça, c'est la vérité. Il a fait des vrais sacrifices aussi. Donc moi, j'ai joué sur ce que j'avais. Je lui ai dit, voilà, moi, je veux un projet, on est main dans la main.
j'ai besoin de bâtir autour de toi. Il n'y aura pas un joueur qui va signer si on n'est pas d'accord, si on ne prend pas les décisions ensemble. Parce qu'aujourd'hui, un directeur sportif qui veut faire signer un joueur qui ne plaît pas à l'entraîneur, pour moi, c'est perdu d'avance. Tu rentres dans des trucs d'ego, machin, j'ai pas besoin de ça. On se souvient avec Villas-Boas. Voilà. Après, pour revenir sur Flo, sur ta question, c'est quelqu'un de brillant. Donc, il aime bien écouter Giovanni Rossi, Pablo, Fabrizio Ravanelli. Moi, je passe, on discute de tout. On échange sur l'adversaire, on échange sur l'équipe. Mais je ne pense pas qu'il a besoin, pour être honnête, de nos conseils. Moi, personnellement, j'apprends encore à regarder les séances et je prends du plaisir. Et c'est la vérité. L'année dernière, j'ai passé 6 mois, et je l'ai dit et répété, où j'ai pris 0 plaisir. Donc, il ne faut pas me parler de la demi-finale de Coupe d'Europe, parce que la vérité, c'est que moi-même, je ne sais même pas comment on a fait une demi-finale de Coupe d'Europe. Dans le jeu, non mais c'est la vérité, dans le jeu, c'était catastrophique. Vous avez critiqué l'année dernière combien de fois? Moi, je dirais on faisait pas 3 passes. On se faisait déchirer quand même. Et on faisait pas 3 passes. C'était pas plaisant. L'attitude n'était pas bonne. On travaillait pas comme il faut travailler dans un club comme l'Olympique de Marseille. Il faut dire les choses. Donc oui, je dis les choses. Cette année, je ne sais pas où est-ce qu'on va finir. Je ne sais pas si on va finir 2e, si on va finir dans les 3 premiers. Je ne sais pas, je ne peux pas savoir. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, je suis content de la façon de l'équipe, comment elle travaille. Je suis content de l'entraîneur. Je suis content d'avoir un staff qui arrive à 8h du matin, qui repart à 19h. Je suis content d'avoir un entraîneur qui regarde tous les matchs de Première Ligue, de Serie A, de machin. Je suis content de voir qu'il y a de la passion autour. Et ça, je pense que dans une ville comme Marseille, avec des supporters comme ça, tu dois avoir cette attitude si tu veux espérer réussir. On continue la discussion dans quelques instants dans l'after. On est en direct de Marseille avec vous tous. En tout cas, tout le monde est ultra concentré sur Mehdi, là. Les gars, on continue. On se retrouve dans quelques secondes ici pour notamment parler cette fois des joueurs plus particulièrement. À tout de suite. L'after foot en direct de la Provence à Marseille. Gilbert Bribois. Et avec le studio Southway qui nous a invités à Marseille, Daniel Riolo est là, Florent Germain est là, Thibaut Leplat est là, Mehdi Benatia toujours avec nous bien sûr. Alors on pourrait s'extasier pendant 10 minutes sur Rabiot c'est bien, Højbjerg c'est bien, Mopé c'est bien, Il faut évoquer Paul Greenwood c'est bien, sauf contre Paris mais sinon c'est bien. Faut qu'on parle de la suite, Florent, plutôt. Pourquoi la suite? Attends, j'ai 2-3 choses encore. Je plaisantais en préparant Mehdi sur le dossier Pogba. Mais... Ah oui, Pogba, on en parle après. Regarde, on a fait 5 minutes du coup de sifflet final. Ça va. Minimum. Mehdi, tu parlais, visiblement, ton discours sur le jeu semble important et sur le style de Zerbi. Tu en as beaucoup parlé dans les minutes qui viennent de précéder. Tu as eu beaucoup d'entraîneurs dans ta carrière et qui étaient différents. Tu as eu Allegri avec qui tu as gagné, qui a un style de jeu que moi j'ai toujours critiqué parce que c'était abominable, et sa phrase, si vous voulez du spectacle, vous allez au cirque, elle me sortait des yeux. Et tu as eu Pep Guardiola aussi. Comment tu as fait ta balance? Comment tu as fait ton choix? Parce que notamment quand on est marqué par la Juve, et là-bas on dit le résultat, le reste on s'en fout un peu. Comment finalement dans ta vie tu as fait ton choix? Non, je pense qu'il n'y a pas vraiment un choix à faire. La vérité, c'est que c'est surtout une adaptation aujourd'hui. Il y a des joueurs qui doivent s'adapter encore. Tu l'as fait le choix parce que tu voulais un coach qui joue et tu étais ravi d'avoir De Zerbi et tu adores ce qu'il fait. C'est pas rien, De Zerbi, c'est quand même c'est quand même important. Alors, un des grands coachs du beau jeu, etc. Non, parce que De Zerbi, pour moi, aujourd'hui, il n'a pas eu déjà l'équipe pour gagner. Quand tu es à Sassuolo, quand tu es à Brighton, c'est normal qu'il va en Europa League avec Brighton, ça vaut déjà un titre. La vérité, c'est quand tu vois... et il n'avait pas les joueurs qu'ils ont achetés cette année. Cette année, ils ont acheté 150 millions d'euros de joueurs. Il ne les avait pas, lui, à Brighton. Chaque année, lui, il vendait, par contre, pour 80, pour 100 millions. Nous, je me rappelle, on a joué en Europa League. Flo, tu avais dû suivre le match. On perd 1-0. Si on en prend 5, c'est la même chose. Ouais. On n'a pas touché un ballon, on n'a pas fait 2 passes. Et j'y étais. C'était un de mes deux. Donc, tu avais envie de ça? J'avais envie de ça. D'un entraîneur parce qu'en plus, il était disponible. Si tu te souviens, avant que le coach, avant que De Zerbi se sépare de Brighton, on était aussi, on va dire, bien avancé avec Conceição, qui est quelqu'un qui est un petit peu plus pragmatique, un peu plus direct, pareil, qui est un entraîneur avec une forte personnalité. Moi, c'est surtout ce que je cherche, c'est la personnalité déjà. Personnalité. Toi, ce que tu veux, c'est qu'un coach imprime quelque chose de fort. C'est pas tant le style. Exactement. Si on me garantit qu'avec un Allegri, par exemple, et je comprends ce que tu veux dire, moi j'ai joué et on a été champion pendant 3 ans d'affilée avec le coach. C'est vrai que quand on jouait, par exemple, Sassuolo le lendemain, on travaillait la phase défensive. Et je me rappelle que des joueurs très importants qui sont arrivés, ils me disaient « Mais je ne comprends pas, demain on joue Sassuolo et on a passé 35 minutes à savoir comment on va défendre. » Ben, l'arrivée, c'est qu'en Italie, il y a une statistique qui ne trompe jamais. La meilleure défense du championnat, c'est en général, c'est toi qui prends le scudetto.
Et à la Juventus, tu étais souvent la meilleure défense. Quand tu mettais un but sur coup de pied arrêté ou sur un coup de génie de Dybala ou Gonzalo Higuaín, tu savais que c'était terminé. 1-0, tu prenais 3 points, tu rentrais à la maison. C'est peut-être beau à voir, c'est peut-être pas beau à voir, pardon. Mais je pense que quand tu fais ce métier-là, c'est pour gagner. Et aujourd'hui, entre guillemets, quand on parle avec l'entraîneur, il l'a dit il n'y a pas longtemps, moi je ne suis pas venu à Marseille pour finir deuxième. C'est ce qu'il a dit. Tu l'as vu, Flo ? Ouais. Et je pense que quand il dit ça, ça veut dire qu'au départ, il vient ici. Bien sûr que si on va en Ligue des Champions, c'est l'objectif et on est content. Mais j'espère qu'on va réussir à bâtir quelque chose et qu'à un moment donné, on se dira, bah, tu vois, on arrive à bien jouer et à gagner. C'est aussi l'objectif. D'ailleurs, je crois que le coup de chaud après Auxerre, il vient un peu de là. C'est-à-dire que, honnêtement, à Marseille, tout le monde est prêt à ce qu'il y ait un peu de patience. Vous parlez d'un projet de 3 ans. Il ne faut pas croire que tout le monde se dit, allez, cette année, c'est bon, le recrutement, il est génial, on va viser le titre. Honnêtement, moi, je vois beaucoup de lucidité de partout. Contrairement aux clichés parfois où on dit à Marseille on s'enflamme vite, le vélodrome est impatient, etc. Moi je vois un vélodrome hyper patient, je vois des supporters prêts à attendre. Et j'ai l'impression que Roberto De Zerbi, il s'était mis en tête, alors je ne sais pas s'il a été un peu, lui, grisé par ce début de saison où tout marchait bien, j'ai l'impression qu'il a vraiment à fleur de peau mal vécu les 2 défaites qui ont fait mal là, contre Paris et Auxerre, alors qu'en fait tout le monde est prêt à attendre. Enfin, est-ce que c'est pas lui qui s'est mis un petit peu un coup de chaud tout seul ? On a l'impression qu'il est presque... plus dans l'exagération. De Zerbi, il n'avait jamais entraîné un club comme l'OM. Hein. Oui, mais c'est une nouveauté pour lui. Sassuolo et Brighton, c'est des petits trous paumés en Italie et en Angleterre. Hein. Non, c'est que ça n'a rien à voir l'attente ici et là-bas. Je pense que cette pression indirectement aussi que le coach se met, c'est tout simplement, comme j'ai dit, sur son envie de bien faire, son envie de réussir. Le coach, au départ, il fait partie, c'est un ultra, tu sais, en Italie. C'est un vrai supporter au départ. Il devient joueur, il devient entraîneur parce qu'il avait le talent pour le faire. Mais au départ, lui, c'est quelqu'un qui naît dans les virages et qui a cette passion-là. Et comment il parle avec les joueurs, je pense qu'on s'en est rendu compte sur le banc. Tu as vu comment il s'agite un peu sur le banc. C'est quelqu'un qui vit le match, qui vit son métier, qui a sacrifié sa vie pour le football. Et moi, il m'a dit, si j'arrive pas à faire jouer mon équipe comme je veux au Vélodrome, c'est un échec. Et je comprends ce qu'il veut dire. Il voit un stade pareil, il voit une ambiance. Et c'est la vérité. Après Auxerre, même après Paris, on a vu des vidéos qui tournaient un peu sur Twitter où les supporters, ils s'en vont. Mais c'est pas vrai. Il y a une partie des supporters qui sont partis, mais les vrais virages, etc., ils sont restés jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, ils étaient là, ils ont chanté, ils ont applaudi. Donc forcément, toi, tu es là, tu rentres, tu n'as pas vu le jour contre Auxerre, tu vois les supporters encore qui t'applaudissent, bah, tu te sens mal. Et si les joueurs, à ce moment-là, peut-être qu'ils se disent « Non, mais on a le temps », bah non, nous, sur le coup, on n'a pas le temps. Et le coach, bah, je pense que le premier, il se sent mal. Moi, je me suis senti mal. Pablo s'est senti mal. Et je pense que tous les gens du club, quand tu fais un match comme ça contre Auxerre à domicile, tu dois te sentir mal par rapport aux supporters et par rapport à ce que tu as montré. Quelle est la part mentale ? Je sais que le président a parlé de... Vous avez fait venir, je crois, une cellule psychologique, vous commencez à vous intéresser à ce sujet-là. Quelle est la part mentale dans cet aspect-là ? C'est-à-dire qu'on a l'impression que les joueurs, quand ils sont au Vélodrome, parfois, le contrôle, il arrive un peu en retard. Tu vois, il y a parfois des moments où on sent que mentalement, le Vélodrome, c'est peut-être presque trop grand en fait pour eux. Tu vois ce que je veux dire, c'est que, parce que la stat fait quand même mal. Tu n'as que 2 victoires à domicile. Écoute, j'avais le même constat, pour être honnête, avant les derniers matchs. Parce qu'honnêtement, je suis obligé de répéter, mais que ce soit le match de Monaco contre un adversaire très difficile et pareil pour le match de Lille, moi personnellement, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Pas seulement sur le jeu, mais aussi dans le caractère, sur l'intensité, sur l'agressivité qu'on a mis, etc. Je pense que c'est ce qu'il faut vraiment pour être capable de gagner ce match. Après, bien sûr que jouer au Vélodrome, en tant qu'adversaire, par exemple, j'imagine déjà que c'est magnifique. Parce que tu viens... moi, personnellement, j'adorais ce genre de contexte. On allait jouer à Napoli. Je crois que c'est là-bas où je réalisais mes meilleurs matchs. Parfois, tu as plus de pression à domicile qu'à l'extérieur. Après, pour les joueurs, en tout cas les jeunes joueurs qui sont arrivés, c'est dur. C'est sûr que c'est plus dur. Si on prend un exemple, et c'est peut-être le seul bémol, on va dire, sur la saison, et c'est la seule chose qu'on peut dire. Tu prends l'exemple d'un Eli Wahi. Il est arrivé... Tu te rappelles qu'il se crée 3 grosses occasions. Il n'a pas beaucoup de réussite contre Reims. Malheureusement, il sort sur les sifflets. C'est normal que nous, en tant que club, on a investi sur un joueur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres. 21 ans, qui a marqué quand même pas mal de buts dans sa carrière, qui a certaines références aussi. On a voulu relancer un petit peu le truc à Lens. Ça n'avait pas super bien fonctionné. International espoir, c'est un joueur qui a beaucoup de qualité.
Et je pense qu'on ne fait pas le meilleur accueil, c'est sûr que ce n'est pas les sifflets après sa première sortie au Vélodrome. Mais comment on le prépare à ça? Après, il a applaudi quand même quand il rentre contre Monaco. C'est-à-dire magnifique, ça fait 2 matchs. Il a eu même c'est même comme en un message, déplacement, c'est même lui en dire on est derrière toi. Exactement. À Lens, pareil, il a eu une vraie. Bon, il n'a pas été très bien accueilli par les Lensois, mais ça, c'est un peu normal. Mais par contre, les supporters qui ont fait le déplacement lui ont donné vraiment beaucoup d'affection. Et je pense qu'il a ressenti lui aussi. Et après, il te fait 2 belles rentrées. Il te fait 2 belles rentrées où il est connecté avec le jeu, où il garde les ballons, où il se crée des choses. Il a travaillé sur l'aspect mental là-dessus ou c'est juste le Ouais, contexte il y travaille, mais après, ça reste un jeune joueur. Je pense qu'à 21 ans, c'est normal qu'il est venu à Marseille. Et je me souviens, et quand on a parlé de Marseille, il m'a dit je veux que l'OM. Il était vraiment. J'ai senti une vraie envie chez lui de venir. Et forcément, quand tu es arrivé et qu'il est reçu un peu comme ça, à nous de l'aider. Et comme Bon, je lui ai dit, il va rester. Hein. C'est Pablo Longuera qui l'a dit hier, donc on ne va pas te poser la bien question. sûr, non, il est là, on va partira l'aider. pas au Il a mercato toutes les d'hiver. qualités pour réussir ici. Il faut simplement y croire et lui donner le temps qu'il faut, en tout cas. Mais après, ça à lui aussi d'aller chercher. Dans un instant, on va parler un peu mercato. On va essayer d'avoir quelques petites infos. On verra ce qu'on va arriver à obtenir dans Oui, il est quelques encore secondes. tôt, hein, pour Mercato. Mais le temps passe, il est déjà la demi, là, Daniel. Donc on se retrouve tout de suite dans l'after pour en parler. L'after foot en direct de la Provence à Marseille. Gilbert Bribois. Avec vous tous ici à la Provence, avec le studio Southway, avec Florent Germain, avec Daniel Riolo, Thibaut Leplat et Mehdi Benassia, bientôt directeur sportif de l'Olympique de Marseille et aujourd'hui conseiller. Bon, enfin bon, ça revient au même, on va dire. Justement, puis- c'est de ça dont je veux parler. Ah bon? Tu veux pas parler mercato du tout en fait. Après. Je voudrais d'abord savoir, puisque tu vas devenir directeur sportif, qu'est-ce que c'est que ta vision de ce métier? Qu'est-ce que tu veux apporter au club? Je crois qu'un homme se construit aussi de ses expériences. Et je pense que quand on a été à la Juve et au Bayern, on devient une sorte d'obsessionnel de l'exigence et de la performance. Et je crois, pour te connaître un peu maintenant, que tu es un peu habité par cette obsession. Est-ce que c'est ça principalement que tu veux transmettre dans ce club? Oui, en partie, oui. Parce que c'est des clubs carrés, la Juve et le Ah Bayern. oui, Et c'est ça pas pourrait toujours être, ce qu'a été l'OM, un club carré. Non, c'est clair. Après, c'est vrai que je pense qu'il y a des endroits où c'est beaucoup plus difficile, on va dire, de ramener une certaine rigueur. Moi, je suis passé par l'AS Rome, par exemple, C'est mon qui est un petit peu, qui ressemble un petit peu à l'Olympique de Marseille, avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'enthousiasme, etc. Mais voilà, il fait beau. Et c'est dur de lutter C'est une contre belle une ville. culture. Ouais, je sais, mais bon, on essaye de lutter un peu contre tout depuis qu'on est arrivé. Encore une fois, je ne sais pas si on va réussir, Daniel, mais comme je dis toujours, j'aime bien dire, moi j'ai la chance d'être, entre guillemets, pour ce rôle-là, relativement jeune. Donc je suis encore en bonne santé. Je ne sais pas jusqu'à quand, parce que ce n'est pas évident tous les jours. Mais en tout cas, on va lutter contre tout ça. Moi, je sais que dans ce genre d'endroit où la vie est belle, on a le soleil, c'est agréable, tout est magnifique ici. Le problème, c'est que parfois, pour demander à un joueur de venir faire 2 heures le matin et 2 heures l'après-midi, c'est plus compliqué. Parce que peut-être que l'après-midi, dans les habitudes qu'il y avait dans le passé, j'allais me faire un petit tour sur le Vieux-Port, j'allais à Cassis, c'est sympa, etc. Sauf qu'à la Juventus, qu'est-ce que tu fais à la Juventus? Pas grand-chose. Tu dois passer 4 heures, 5 heures, 6 heures au centre d'entraînement, tu passes 6 heures au centre d'entraînement. Et les gens, quand tu es... parce que j'ai été aussi un rival quand j'étais à la Roma, on aimait bien parler, oui, mais les arbitres, le truc. Mais quand tu rentres à la Juve, il faut écouter Patrice Evra, qui est maintenant avec vous, vous lui demanderez. Quand tu rentres dans ce club, tu comprends pourquoi la Juventus, elle gagne. Parce qu'il travaille plus que tout le monde, parce que tout est carré, parce que quand le joueur il arrive, tout est organisé, sa famille, tout est géré, tout est pris en main, et toi, tu penses qu'au football. Et ça, c'est ce que vous voulez faire, parce que mine de rien, il n'y a pas que toi. Ah vous non, êtes non. un trio Ah de Juventini dans ce club aujourd'hui. Entre Exactement. Pablo Longoria, Ravanelli, toi, vous êtes totalement imprégné de cette culture Juve. Ah oui, non, mais c'est ça, et c'est là aussi où Fabrizio nous apporte aussi énormément, avec sa connaissance aussi du club et de ce sérieux qu'on doit aller chercher. On est en train, comme l'a dit Pablo, il a fait un petit peu le tour dans sa conférence, il a expliqué un peu tous les changements, le pôle performance qu'on a fait, le pôle player care aussi, où avant il y avait vraiment rien de ce côté-là. Donc j'ai vu moi des situations où le docteur il pouvait te dire quelque chose à l'époque, hein. Aujourd'hui ça tout a changé, et tu avais... peut-être un kiné qui te disait le contraire. Donc aujourd'hui, il y a un responsable de la performance qui est venu, qui était à Manchester United, à l'Inter de Milan, quelqu'un qui est très compétent et qui est aussi habitué à ce très haut niveau. On a ramené aussi, on a mis en place là depuis cette semaine cette cellule un peu player care. Donc pareil, pour venir aux besoins aussi des joueurs et leurs familles en dehors, parce que je pense que dans une ville comme Marseille, c'est important.
Tu dois aussi, tu peux pas laisser un gamin de 21, 22 ans dans la nature. Et en gros, bah voilà, tu as ton contrat, tu te débrouilles. Si tu as besoin de quoi que ce soit, c'est pas à nous. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le terrain. Le joueur, il est là 3 heures, 4 heures par jour. Le reste, il faut avoir un œil dessus. Donc ça, c'est des choses aussi que moi, j'ai connues, même à l'Udinese, par exemple, avec la famille Pozzo, où tout est carré, tout est organisé. Donc c'est des choses que, comme tu as dit, j'essaye de me servir de mon expérience, en tout cas, pour apporter dans certaines choses qui manquaient à ce club-là. Après, tout ce qui concerne le terrain et tout, comme j'ai dit, avec le coach et son staff, c'est du très haut niveau. Donc là-dessus, je pense c'est difficile aujourd'hui de trouver mieux. Et voilà, moi, je suis persuadé que si on arrive à travailler dans ce sens-là, avec l'unité qu'a réclamé le président, vous avez vu qu'il a insisté sur la parole unité. C'est moi, depuis 1 an aujourd'hui, si je dois faire le bilan, avant de parler des résultats, avant de parler des 6 premiers mois qui ont été catastrophiques sur le plan personnel et collectif, où aujourd'hui, c'est ces 6 mois-là qui sont pour moi, en tout cas, très encourageants, pour pas dire pour le top. fonctionnement, encourageant, si on oublie le terrain, pour le fonctionnement de ce que doit être un club. Parce qu'à l'OM, on a connu quand même l'OM champion, l'entraîneur qui ne parle pas au directeur sportif, embrouillé avec les tribunes. On a connu des présidents qui mettaient des pots de banane, enfin plutôt des actionnaires au président. On a des cirques, on en a connu beaucoup à l'OM. Hein. Aujourd'hui, je pense qu'on peut, indépendamment des résultats où je ne peux pas me prononcer, mais ce que je peux dire, c'est que dans le travail et dans l'unité qu'on cherche, nous en tout cas, qu'on veut mettre en place, aujourd'hui, à l'heure où on parle, il y a tout qui est réuni, en tout cas, pour aller dans le bon sens. C'est le but. C'est le but, que ce soit, comme j'ai dit, avec le staff, avec l'actionnaire, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais tout ce qu'on est en train de faire, c'est aussi grâce à lui. C'est lui qui était là au mois de juin et qui a dit, les gars, vous inquiétez pas, on va repartir. Je crois au projet, on va rien lâcher, et qui nous a permis d'investir et de ramener un entraîneur comme ça et de ramener tous les joueurs que tu as cités, Gilbert, tout à l'heure. Donc, bien sûr, un grand merci à l'actionnaire, parce que je pense qu'on l'oublie beaucoup trop souvent. Et Pablo, bien sûr, tout ce qu'il essaye de mettre en place avec Giovanni Rossi, qui est un petit peu le relais aussi du coach, une personne de confiance, qui a connu aussi la Juve, qui a connu l'Italie pendant 20 ans. Donc non, aujourd'hui, il n'y a que des gens qui tirent dans le même sens. Et moi, je pense que voilà, quand tu travailles comme ça, tu as plus de chances d'avoir des résultats. Et est-ce que tu sens, Mehdi, que justement le regard des autres clubs, des peut-être grands joueurs, des agents qui ont des poulains de très très haut niveau, il est en train de changer sur l'OM? Parce que faire venir un Rabiot, c'est quand même pas n'importe quoi. Il y aura d'autres mercato, ça commence en janvier. Évidemment, vous allez encore vouloir vous améliorer même l'été prochain. Donc le projet, il ne fait que débuter, entre guillemets. Est-ce que le regard change et du coup, ce serait prometteur en termes de recrutement pour attirer encore des gros joueurs? Non, le regard, il change, c'est évident. Moi, je reçois... je suis pas mal connecté avec beaucoup de joueurs encore en activité. Et je peux te garantir, Flo, que même de très bons joueurs sont intéressés pour venir. Pareil, je parle avec beaucoup de très grands coachs dans des grandes équipes européennes. Et tout le monde reconnaît en tout cas le projet. Tout le monde voit un petit peu les progrès de cette équipe. Donc, ça fait plaisir déjà. Et l'attractivité, ça tient aussi... Parce qu'un club, même s'il a un nom, quand il n'y a pas les résultats ou quand on sait que c'est désorganisé, l'agent, il ne va pas là-bas. Ça tient aussi à quand on a un directeur sportif connu qui surtout est passé dans des grands clubs et a beaucoup de relations. C'est ton cas. Un entraîneur qui est respecté, c'est le cas de Zerbi. Ça aide aussi. Les personnes qui incarnent le club, elles aident à l'attractivité d'un club. Ça, c'est un petit peu pour revenir rapidement sur le dossier Rabiot, par exemple, c'est exactement ce que je lui ai vendu à Adri. Adri, quand je l'ai appelé, moi, je ne lui ai pas dit... on va gagner la Ligue des Champions, c'est le projet. Je lui ai parlé de ferveur. Je lui ai parlé bien sûr de l'Olympique de Marseille, du club. Bon, il savait déjà tout. Je lui ai parlé du coach, de sa relation avec les joueurs. Il connaissait, parce qu'Adri c'est quelqu'un qui mange le football aussi, donc c'est un grand passionné. Il savait quel style de jeu qui était totalement différent de ce qu'il était habitué à faire aussi à la Juve, etc. Je lui ai vendu ce projet-là. Je lui ai vendu la relation. Je lui ai dit, moi, je ne te vends pas du rêve. Voilà ce qu'on veut faire. Voilà où on est, voilà où on veut être. Et pour aller là-bas, j'ai besoin de joueurs comme toi, j'ai besoin de Pierre Holzberg, j'ai besoin de ce niveau de joueurs-là. Et pas seulement sur le terrain, aussi humainement. J'ai besoin de mecs qui sont capables de rester 1 heure, 1 heure et demie en salle de soins pour discuter avec les plus jeunes, pour leur inculquer aussi ce que c'est, d'arriver 1 heure et demie avant. Il a fallu expliquer ça à sa mère aussi ou juste à lui? Non, j'ai eu sa maman. Mais pour le convaincre, tu aurais dû me demander, je t'aurais filé un coup de main. Moi. Je la connais bien, Véro. Moi. Non, Elle t'aime bien surtout. Franchement, avec moi, elle a été... je l'ai vue d'ailleurs il n'y a même pas 3 jours, ça s'est super bien passé. Avec moi, en tout cas... qu'elle n'appelle pas Roberto pour le positionnement de son fils sur le terrain. Non, t'es dur, Daniel. Franchement, elle est... Non, elle l'a déjà fait. Après, je pense que beaucoup de clubs, quand ils parlent, par exemple, avec Madame Rabiot, ils la prennent plus un petit peu comme l'agent. Moi, je pense qu'il ne faut pas oublier que c'est la maman avant tout.
Et moi, quand j'ai parlé avec Madame Rabiot, je lui ai parlé du bien-être de son fils. La vérité, c'est qu'on n'a pas parlé. Les gens me disent, ouais, mais le contrat. Si un jour vous arrivez à savoir le contrat qu'il a, vous allez vous rendre compte qu'il a pas du tout. Il n'est pas venu pour l'argent, Rabiot. Il n'est pas venu pour l'argent, c'est pas vrai. Et il avait des clubs à ce moment-là. Il avait des clubs, il avait des offres, il avait des choses. Moi, je lui ai parlé de projet. Là, la j'ai le maman. droit d'en douter, mais c'est pas le sujet. Daniel, il sort de 41 matchs à la Juventus. Comment il peut se retrouver avec rien d'autre? Mais bon, après, ça, c'est. Comme il a signé tard, bon, on se posait des questions, forcément. Oui, bah après, c'est pas un joueur qui a le couteau, entre guillemets, il peut se permettre d'attendre. Hein. Je pense qu'Adrien Rabiot qui reprenne au mois de septembre, au mois d'août, ça va pas lui changer grand-chose. Donc je pense que c'est ça aussi qui a fait qu'il a pris son temps. Mais en tout cas, moi, je vous dis, c'est ce genre de joueurs-là qui vont te faire passer un cap. C'est cette attitude-là qu'on a besoin. Et c'est la belle époque de la Juve pour revenir. Après l'époque d'Agneri en 2010-2011, quand c'est un peu le bordel et qui change, il ramène des Barzagli, il ramène ce genre de joueurs, des Andrea Pirlo, il ramène ce genre de mecs qui sont capables de te mettre une certaine discipline dans l'effectif et de te mettre un cadre. Et c'est ce qu'il y avait besoin aujourd'hui. Bon, on peut parler mercato maintenant, les gars. C'est bon, Daniel, tu as fait le tour sur la Juve, Gilbert, tout ça. Concernant Rabiot, pourquoi il insiste autant sur Paul Pogba? Parce que des fois, on peut nous cibler, nous, les journalistes, en disant ouais, encore des rumeurs. C'est vrai, c'est lui qui. Là, c'est Rabiot, il y va tout seul comme un grand, 2 fois de suite, conf de presse et après le match. Non, mais alors, du coup, est-ce que toi, tu vas lui dire, bon, Adri. Arrête d'en parler. Mais pas une pièce dans la machine parce que tu vas nous mettre le feu, un rongier pour se surtout vexer, je sais pas. S'il vient, il va prendre sa place. Voilà, non, peut-être pas. Mais pourquoi il en parle autant et est-ce que ça peut se faire? Alors, non, 2 choses. C'est pas vrai déjà que c'est Adri qui en parle. À chaque fois, on lui a fait la demande et il est bien éduqué, donc il a répondu. Oh bah oui, mais il répond bien. Il est très, 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 très bien éduqué. Alors, honnêtement, il répond vraiment beaucoup. Ouais, mais on sait qu'ils sont proches. Avec Polo, je sais qu'Adri, ils sont bien. Ils ont un très beau rapport, ils ont gagné des choses ensemble, ils ont joué ensemble. La vérité, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit c'est un top joueur, j'ai envie d'avoir des top joueurs avec moi et je serais content, etc. Honnêtement, moi, je lui ai rien dit parce que ça m'a pas dérangé du tout. Et au contraire, si on m'avait posé la question et que je peux mettre en avant un compagnon, je l'aurais fait moi aussi. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur Paul? Alors, est-ce qu'il peut venir cet hiver? Je sais ce que tu vas me dire, parce que qu'il vienne ou pas, Pablo a posé une question. Non, mais est-ce qu'il peut venir cet hiver en vue de la saison prochaine? Parce qu'on a tous compris qu'il pourrait être, qu'il serait libéré de sa suspension pour dopage le 11 mars. Il restera 9 journées de championnat. Personne ne peut savoir dans quel état physique il sera. C'est ça la vraie question. Petit à petit, ce serait pour revenir. Mais est-ce qu'en vue de la saison prochaine, Mehdi, ça peut être une bonne affaire de signer une star comme Paul Pogba? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut faire attention aux équilibres. On a des joueurs aujourd'hui qui sont très performants au milieu de terrain. Paul, et il le sait très bien, le respect que je lui porte et l'affection, parce que pour le coup, c'est un vrai leader. Au-delà du top joueur qu'on a connu dans un vestiaire, c'est un vrai leader, Paul Pogba. C'est quelqu'un qui, je pense, a beaucoup souffert ces dernières saisons, aussi bien avec des problèmes personnels que aussi certains, on va dire un petit peu des problèmes physiques. Son corps l'a pas mal lâché. Il a eu après la suspension. Pablo a parlé de lui et je pense qu'il a tout dit. C'est quelqu'un que même le président apprécie beaucoup. Paul, il sait que c'est quelqu'un qui forcément, tu le vois sur le marché des transferts, tu as envie de jeter un œil. Aujourd'hui, concrètement, c'est comme tu as dit, est-ce que l'Olympique de Marseille peut se permettre, donc moi je te renvoie la question Flo, est-ce que l'Olympique de Marseille aujourd'hui peut se permettre de ramener un joueur comme Paul Pogba s'il n'est pas prêt physiquement et s'il faut attendre 6 mois? Oui. Mais c'est ça, pour l'instant, ça n'a pas été dit. Non, mais moi, je suis pas d'accord. C'est bon. J'aimerais bien que tu aies ça n'a raison. pas été dit, mais moi, je vois très peu d'exemples de joueurs qui ont été arrêtés aussi longtemps et qui sont revenus à un niveau acceptable. Là, on ne parle pas de Benjamin Mendy qui vient à Lorient, et d'ailleurs, on voit que ça n'a pas marché, ou qui reviendrait dans un club. Là, on parle de l'OM et d'un gars qui, s'il vient, il faut qu'il soit titulaire. Oui, mais tu peux trouver une formule, j'imagine, Mehdi et Pablo. Et l'OM, c'est un club qui doit trouver des formules. Pour trouver une formule pour éviter de minimiser les risques. Je ne sais pas si on parle de contrat court, est-ce qu'il y a des performances selon les matchs, etc., ou des revenus selon les matchs. Mais j'imagine que vous n'êtes pas à court d'idées pour ce genre de profil, quoi. Non, il y aura des réflexions. Comme tu le sais, on a parlé, je pense, c'était quand, semaine dernière. Personnellement, on se doit d'être concentré déjà sur le dernier match si on a envie de clôturer, parce que quand on parle d'objectifs, quand on parle de progresser, il faudrait gagner un titre aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, un club comme l'Olympique de Marseille se doit aussi de bien figurer en coupe. Donc pour moi, la coupe, c'est pas du tout quelque chose qui est secondaire. Et commencer à parler un peu mercato, on aura tout le temps d'y revenir. Paul, il le sait, l'estime qu'on a pour lui.
Aujourd'hui, il faut savoir si c'est vraiment un réel besoin. Donc, c'est des discussions qu'on va avoir cette semaine, justement. On a prévu, après le dernier match, de se voir avec Pablo et avec le coach pour regarder un petit peu ce qu'on peut faire. Comme il l'a dit cette semaine aussi, on a beaucoup investi au mois de juin. Donc, on ne peut pas arriver et espérer tout chambouler. Ce n'est pas vrai, il y a une équipe qui tourne. Il y a des joueurs qui sont, je pense, très performants, même si certains ont un peu de mal à commencer. Aujourd'hui, on voit que pour le coup, c'est une équipe qui est capable d'avoir des résultats très intéressants. Il va peut-être falloir retoucher un petit peu intelligemment. On va voir les moyens qu'on a. On verra s'il y a des départs aussi. Globalement, on va essayer de regarder un petit peu à toutes les lignes où le coach estime qu'il faut retoucher. Aujourd'hui, on a pris quelques buts de trop, effectivement, en début de saison, avec les suspensions aussi. On a perdu Léo sur blessure, on a eu des suspensions, on a eu beaucoup d'absents. Le coach a mis du temps de mettre 2-11 titulaires d'affilée, le même 11. Oui. Là, on a l'impression qu'il est trouvé. Là, il a commencé à trouver un peu son ossature aussi. Donc maintenant, ça va être à ceux qui sont derrière de pousser aussi. Et c'est là où il va vraiment se créer cette saine concurrence. Mais voilà, il va falloir renforcer intelligemment. Mais on n'aura pas, la vérité, c'est qu'on n'aura pas des moyens pour faire 4, 5, 6, 7 opérations. Encore un petit quart d'heure avec Mehdi Benatia. Il faut qu'on parle d'arbitrage dans quelques instants. Ouais. On a gardé le meilleur là. C'est tout de suite dans l'after. L'after foot en direct de la Provence à Marseille. Gilbert Bribois. Avec le studio Southway, ils sont toujours là. Daniel Riolo, Thibaut Leplat, Florent Germain et Mehdi Benatia. La petite parenthèse, parce que j'ai croisé un auditeur de l'after tout à l'heure dans Marseille qui tient une pizzeria et il m'a dit ouais, j'entends tout le temps Daniel dire que la pizza à Marseille est pourrie, donc il t'a envoyé là les pizzas. Daniel, tu viens de goûter, ça vient de la Romana, je les cite. D'ailleurs, il m'a envoyé une photo, ils ont même mis l'after dans le resto là ce soir. Ils nous regardent sur YouTube. Ça va, c'est pas mal, mais tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas te tourner vers notre invité qui a vécu très longtemps en Italie et tu vas lui poser la question parce que lui il sait, parce qu'il a une bonne culture de ce pays et tu lui demandes est-ce qu'on mange une bonne pizza à Marseille. Vous voulez avoir Daniel Mach sur la pizza, c'est sur YouTube. Mais s'il est honnête, il va te le dire. On mange pas de bonne pizza en France, mais celle-là elle est pas mal, elle est tout à fait correcte, hein. elle est bien. Mais c'est un autre métier, c'est autre chose, c'est tout. Bon, mais dis, allez. Attention, il y a de beaux restaurants italiens à Marseille aussi. Il va pas se fâcher là. Ouais, on va attendre de rentrer à J'ai pas Paris dit le tranquille. contraire, j'ai dit c'était pas la même chose. Bon, quand tu as vu hier ce qui s'est passé lors du match Monaco-PSG avec monsieur Le Texier, et quand tu te rappelles ce qui s'est passé entre Harit et Marquinhos lors de PSG-OM, qu'est-ce que tu en as pensé? Je n'ai pas pensé grand-chose, la vérité. J'attendais qu'une chose, c'était la fin du match, et qu'il vienne faire la même chose qu'il a fait avec nous, qu'il prenne le micro et qu'il s'explique. Ce qu'il n'a pas fait. Ce qu'il n'a pas fait, malheureusement, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que Bein n'avait pas le temps. Je pense qu'il il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Il a refusé. Je pense qu'il était à court d'arguments. D'accord. Ben, moi aussi, quand je vois ça, je suis vraiment à court d'arguments. Parce que contre nous, il nous a expliqué, quand il a vu la trace donc sur la poitrine de Marquinhos, il a dû sortir le carton rouge, etc. Et que même si Amine ne regarde pas le joueur, cherche le ballon, et du coup ne le voit pas, et du coup c'est involontaire, mais effectivement, geste involontaire ou pas, s'il y a vraiment agression, etc., c'est carton rouge, et ça c'est logique. Donc quand je regarde l'action d'hier, moi ça fait 20 ans que je suis à peu près tous les grands championnats européens, je pense vous encore un peu plus. Je n'ai jamais vu un joueur sortir d'un terrain de foot défiguré comme Gigi. J'ai pas vu un joueur défiguré comme lui. Il y a eu Koubarsi récemment, mais un peu moins. Il y avait quand même un petit peu moins, ouais. Bon. Et pourtant... Ok, mais si on fait bilan depuis le début de la saison, il y a eu ce match qui avait fait beaucoup parler, tu as pris la suspension. Derrière, une tonne d'autres acteurs de la Ligue 1 ont également été assez virulents. Tous, d'ailleurs, n'ont pas été traités comme toi, il faut dire la vérité, parce que c'est vrai. Mais puisque le nombre est assez important, que tu n'es pas tout seul et que d'autres ont suivi et ont critiqué. Nous, on veut bien dire les arbitres, ils sont mauvais, les arbitres ceci, cela. Effectivement, quand on voit hier, en plus, il se trouve que c'est le même. Donc, comme c'est le même, il y a le problème de la cohérence qui se pose. Mais alors, c'est quoi le problème ? C'est parce que le Texier, en Ligue des Champions, il est bon. En Ligue des Champions, il est bon, le Texier. C'est ça qui est complètement fou. C'est quoi ? C'est notre système en France ? C'est le manager des arbitres ? C'est la DNA ? Je pense que tu n'as pas la réponse, que tu ne le sais même pas. Je sais pas, mais nous, on est un petit peu à court d'arguments aussi. C'est qu'on est bien obligé de constater qu'on ne sait pas quand ils appellent le VAR ou quand ils n'appellent pas le VAR. Qu'est-ce qu'ils font qu'ils aillent voir la caméra ou pas. Le match OM-Lille, il y a quand même un truc un peu fou, c'est que à la fin, ni vous, ni Lille étaient contents.
C'est quand même un peu bizarre. Normalement, il y en a toujours un qui est pas content. Là, c'est les deux. Après, honnêtement, regarde sur le match de Lille, bien sûr qu'il y a des choses à redire. Tu regardes ne serait-ce que le but. Et j'en ai fait des blocs, Daniel, dans toute ma carrière. Crois-moi, ils te disent que tu as le droit de passer. En fait, tu peux te mettre dans la course du joueur, mais tu ne peux pas le tenir, etc. Là, il y a une charge. Donc, c'est une vraie charge sur Léo, sur Balerdi. On va revenir un peu en avance aussi du but. Malheureusement, le joueur qui marque, ça faisait déjà mais bien 20-25 minutes qu'il aurait dû sortir. Déjà, pour moi, en tout cas, de ce que j'ai vu. Diakité, exactement. Je n'ai même pas voulu citer de nom, mais il a fait un nombre de fautes. Mais à un moment, on voit sur une vidéo, il y a Neil qui lui dit à l'arbitre, mais 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, combien de fois en fait? Et malheureusement, en plus, c'est lui qui marque. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a eu peut-être des situations aussi de l'autre côté. Donc c'est pour ça que pour moi, le match, à l'arrivée, le score, il est juste. J'ai vu 2 grandes équipes. Comme j'ai dit au président, j'étais avec Monsieur Létang au début du match. Je l'ai félicité déjà pour le travail qu'il fait. Et même leur entraîneur, qui est pour moi un super entraîneur. J'ai envie de plus de parler des choses positives. La vérité, c'est que Lille, c'est une belle équipe. On a fait ce qu'on avait à faire. Et toi, tu avais le sentiment qu'en Italie, les arbitres étaient meilleurs, en Allemagne, ils étaient meilleurs parce que... Tu sais, c'est quoi le vrai truc qui me frustre ici, Daniel, malheureusement, en Ligue 1? Moi, je n'ai pas joué en Ligue 1 déjà. J'ai joué qu'en Ligue 2. Je n'ai jamais eu la chance de jouer en Ligue 1. Mais en Italie, tu as des arbitres qui sont un peu, comme on dit, pelmaroso, susceptibles. Tu sais qu'ils sont un peu susceptibles, etc. Mais ils acceptent de discuter. Tu peux parler avec eux. Là, c'est vrai qu'en France, on a ce problème Ici, d'absence de dialogue. tu peux pas parler. Tout ce que tu dis, non, c'est pas possible. Quand tu veux parler, ils te font pas attendre 45 minutes devant la porte là. Mais c'est quoi? Moi, hier, le Texi, à un moment, il va devant Adi Hutter. Je sais pas si vous avez cette image en tête. Moi, je ne comprends pas. Il dit I want respect. Moi, je ne comprends pas qu'il lui parle de cette façon. C'est 2 hommes adultes, machin. Il peut pas se mettre devant lui. Et nous, moi, je défends toujours les arbitres. Moi, je veux comprendre le système. Je veux comprendre pourquoi parfois ils font des erreurs et tout ça. Je veux pas dire un tel est nul, on l'a jamais fait, on fait pas. Mais le mec, il vient devant Adi Hutter, qui est un mec en plus qui doit être plus âgé que lui. Mais il lui parle, mais même un chiffonnier, tu parles pas comme ça. Enfin, c'est impossible de parler. Il se met devant, mais il le traite, mais calme-toi. Après, attention, on ne sait pas ce que Hutter lui a dit avant. Je sais pas. Tu vas vraiment à Hutter comme tu vois et tout, il est allé lui dire un truc. Ah oui, je sais pas. Ça arrive, tu as les arbitres qui perdent pied. Aujourd'hui, sur un match. Aujourd'hui, moi, je pense sincèrement, quand on voit les choses, comment les choses se passent, on doit forcément instaurer un dialogue différent. Parce que la vérité, quand on parle du métier d'arbitre, et moi, j'ai jamais discuté quand j'étais joueur. J'ai jamais pris d'ailleurs de carton sur des réclamations ou quoi que ce soit. Je l'avais dit quand je suis passé à la commission, justement. Je dis, écoutez, moi j'ai pris un carton rouge dans ma carrière. Ligue des Champions, Bayern de Munich, Manchester City, pour une faute sur Agüero. J'ai jamais pris de rouge sur une agression, sur tout ça. Aujourd'hui, quand je parle, on me dit que j'ai menacé. Quand je crie parce qu'il y avait du monde dans le couloir, on me dit que j'ai agressé. Je demandais du respect pour le peuple marseillais, pour mon équipe, pour mes joueurs, pour mon coach. Je n'ai pas le droit de demander du respect. On m'a mis 6 matchs, 3 matchs et 3 matchs avec sursis. J'ai vu ensuite tous les week-ends des déclarations, mais de toutes sortes. Bizarrement, il n'y a personne qui a été convoqué. Moi, je n'ai rien vu. Donc honnêtement, Daniel, je ne sais pas quoi te dire. Je ne comprends pas. Mais en tout cas, on va continuer à parler, on va continuer à se faire entendre, parce que forcément... Est-ce que c'est au final utile quand les gars comme toi, directeur sportif, président et tout, on a vu les temps le faire. Il y a 2 ans, c'était 2 ans ou même plus, quand Armand avait pété un cap complet là, dans le couloir. Enfin, est-ce qu'au final, c'est vraiment... ça apporte quelque chose? Pas contre-productif, quoi. Est-ce que c'est pas... Parce que ça les énerve pas plus, en fait. Ah, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est grave alors. Donc, si ça les énerve, ils vont quoi? Ils vont essayer de tourner les choses 2 fois plus contre toi. Moi, le seul truc que je sais pour lequel je militerais, c'est les explications, c'est la communication, c'est des arbitres qui viennent dans des émissions comme la nôtre pour expliquer des choses. Parce que moi, je me souviens dans le match en Ligue des Champions Bayern-PSG, tu sais, ce ballon où Dembélé se plaint pendant 3 minutes. Alors que c'est lui qui est en faute. Alors qu'il est en faute parce qu'il ne connaît pas le règlement. Oui. Parce qu'il ne connaît pas c'est lui qui est fautif pour le coup à s'énerver. En plus, il oblige Marquinhos à venir. Ça fout le bordel dans la défense. Ils prennent le but sur corner. Donc, que les arbitres communiquent, qu'ils expliquent leurs décisions, qu'ils ne se cachent pas, qu'on est à Anthony Gauthier. C'est lui le patron des arbitres. Est-ce que depuis le début de la saison, on l'a entendu?
Au début de la saison, ils ont communiqué avec l'endroit qui ils était font dans le la petit cellule. tour habituel et après on les voit pas. Donc, Ouais. soit ils viennent, ils assument, ils expliquent, ils essayent de dégonfler les situations ou dire des choses, mais ça ne peut être Il y a que une ça. pédagogie parce sur les qu'après- règlements qu'il faut faire. C'est vrai que on parle assez peu des règlements en fait. Oui. Personne connaît vraiment les règlements. L'appel loi à la VAR presse, ou pas l'appel à la VAR, c'est un On truc. sait pas, Alors tout est c'est l'erreur approximatif, manifeste, mais même dans les parfois, elle est retransmissions. Bon, les gars, on Même débattra dans plus les tard de l'arbitrage. Profitons de la présence de Mehdi pour encore une ou deux questions, parce qu'après, il faut qu'on le libère. Une des dernières questions. Donc, si l'OM, à la fin de la saison, termine deuxième, ce serait une saison réussie? Oui, bien sûr. Bien sûr. On est obligé d'être Ligue des Champions. ambitieux et de regarder ce qui se passe là-haut, parce que si tu es deuxième et que tu ne regardes pas le premier, c'est qu'il y a un gros souci. Donc forcément, non, on est ambitieux. Là, vous regardez encore le premier, qui a 10 points, là. Moi, en tout Potentiellement cas, 7. Moi, je le regarde. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, si j'arrive en Ligue des Champions, je pense que les gens seront fiers des progrès qu'aura fait l'équipe durant la saison. Le coach aura rempli son objectif. Moi aussi, par la même occasion, donc tant mieux. Mais bien sûr que tu te dois de regarder là-haut, tu te dois de jouer chaque match à l'Olympique de Marseille avec un match par semaine, qui est quand même un sacré avantage sur les concurrents directs. Tu te dois de prendre chaque match pour aller gagner, parce qu'on a vraiment le groupe et on a, je pense, la capacité de gagner chaque match. Si on est en vie, si on est comme on était ces dernières semaines, on va être une équipe difficile à bouger. Mais après, bien sûr que l'objectif de base, quand tu as fini 8e et que tu as changé 14 joueurs, c'est de rentrer en Coupe d'Europe, d'aller en Ligue des Champions. Donc si on finit deuxième, Daniel, bien sûr que pour moi, ce sera une saison accomplie. Merci beaucoup Merci Mehdi. Merci à d'être vous. venu. Merci d'être venu chez toi, en fait, puisque on est à Marseille, après tout, c'est nous qui sommes venus. Merci, à très bientôt dans l'after. Nous,